Elle est toujours là. Elle fascine. Elle aimante les regards. Tout est en train de brûler, la charpente qui date du 19e siècle d'un côté et du 13e siècle de l'autre. Il n'en restera plus rien. La flèche de la Notre-Dame de Paris s'est effondrée. Notre-Dame des Cendres, bientôt prête à renaître. Du haut de ses 850 ans, Notre-Dame de Paris, l'œuvre éternelle des bâtisseurs médiévaux, est toujours debout. L'épreuve du feu n'a pas abîmé sa rosace centrale, ni la majorité des vitraux. Seule sa charpente et sa flèche ont brûlé. Une partie de sa voûte nord s'est effondrée, mais l'essentiel de sa structure est intact. Bientôt, un nouveau chantier débutera. Depuis 8 siècles, les cathédrales sont des phénix. Elles brûlent. Elles tombent. Et toujours, les bâtisseurs les relèvent. L'aventure gothique commence dans le bassin parisien, au milieu du XIIe siècle. Un pays de forêts profondes, avec des futaies hautes comme des cathédrales. Il y a surtout déjà de riches terres agricoles. Le bassin parisien, c'est un lieu de pouvoir et c'est un lieu de richesse. On a longtemps surnommé les cathédrales les filles des villes, mais surtout les filles des moissons. Ne serait-ce qu'à Chartres, Saint-Denis, Paris, c'est l'acte de naissance de ce style dit style français, que les Italiens de la Renaissance appelleront plus tard d'un air un peu dédaigneux gothique, l'art gothique. On est loin de la métropole d'aujourd'hui, aux 12 millions d'habitants. À l'époque, Paris n'est qu'un gros village, un bourg fortifié, les pieds dans l'eau, avec la Seine sauvage. Entre les marécages, on cultive la vigne, le blé, les fruitiers. Son cœur battant, c'est l'île de la Cité et ses villages de la rive droite, regroupés autour d'églises et d'abbayes. Dans cette enluminure, 2 femmes sèchent les foins. Plus loin, 3 hommes fauchent en plein soleil, avec l'île de la Cité en arrière-plan. Paris,
verdoyant, le chaud mois de juin sur les berges de Seine. Bientôt, Paris va devenir le centre du monde gothique. Un monde où les bâtisseurs travaillent à la gloire de Dieu. S'élever par l'esprit et par la matière. C'est ce que propose l'abbé Suger. Le conseiller du roi veut construire plus grand, plus haut. L'abbé Suger, eh bien, il était l'abbé de Saint-Denis, un peu avant le milieu du XIIe siècle, et il a un projet fabuleux. Et pour le traduire, il va se lancer dans la reconstruction de son abbaye pour en faire un des monuments les plus modernes, en quelque sorte, les plus prestigieux. L'abbé Suger, qui est maître d'ouvrage en fait, c'est le commanditaire des travaux, va d'en vouloir un espace, lui transformer l'abbatiale avec ce mot qui revient toujours, de la lumière, toujours de la lumière. Dans ses mémoires, l'abbé détaille ses ambitions. De la lumière, un embrasement de lumière, pour illuminer les esprits, afin qu'ils aillent grâce à des lumières vraies, vers la vraie lumière, dont le Christ est la vraie porte. C'est moi, Suger, qui ai dirigé les travaux. Alors il a introduit des innovations techniques, utiliser cette voûte d'ogive, donc ces nervures en quelque sorte qui se croisent et qui vont en quelque sorte libérer les murs du poids de la voûte pour permettre justement d'avoir des immenses fenêtres, de placer des vitraux bien plus importants que c'était le cas auparavant. Notre-Dame de Paris exprime cette révolution de l'architecture. La voûte romane reposait sur l'ensemble des murs. Désormais, la croisée d'ogive répartit les forces sur des piliers. Des arcs-boutants stabilisent la structure. On peut enfin percer les murs, laisser éclore les rosaces de verre, les vitraux, la vibration du gothique. C'est fantastique de dessiner du gothique. Je trouve ça extrêmement fin. Intellectuellement, c'est d'une puissance folle. Moi, je me rappelle avoir passé toutes mes vacances, des nuits entières, à dessiner, parce qu'une fois que j'avais commencé à dessiner une rosace, par exemple, et que j'étais bien sur le compas, et que j'étais bien dessus, et que j'avais trouvé tout ce qu'il fallait, c'était jusqu'à finir, parce qu'il fallait aller au bout. Alain Erland de Brandenburg, un des éminents spécialistes de l'art gothique, qui, à mes yeux, a donné la définition la plus subtile et la plus précise. Qu'est-ce que l'art gothique? Un art savant, voulu par des savants, construit par des savants. Et voici l'un de ces savants, le maître d'œuvre Hugues Libergier, représenté sur sa pierre tombale dans la cathédrale de Reims. Dans sa main droite, la maquette de sa réalisation. Dans la gauche, une curieuse canne qui sert à mesurer, à ses pieds, équerre et compas. Ces trois outils, issus de l'Antiquité, sont au cœur de la salle de trait. Un lieu
où l'architecte élabore plans et maquettes, il est reconstitué dans ce musée des cathédrales. On avait l'habitude de tracer dans cette salle du trait sur un lit de plate mélangé un petit peu avec du sable les figures qu'on voulait réaliser, par exemple un arc. On a un arc à faire, on le trace comme ça en direct, et puis on va repérer le traçage des pierres qui vont après servir de modèle. Et pour les mesures, on utilisait ce qu'on appelle une pige, en fin de compte, où étaient reportées les différentes mesures par rapport au corps humain, la coudée, le pied, la paume, l'empan, vous voyez, des choses comme ça qui vont venir et qui étaient mises sur une pige comme ça qu'on retrouvait tout le long du chantier. Elles étaient multipliées et puis ça garantissait effectivement que les mesures étaient toutes reportées de la même chose pour tout le monde, quoi. On va développer toute une géométrie simple, facile, naturelle quelque part. Et c'est ça qui est un peu fabuleux, c'est qu'avec des moyens aussi simples, on est fabriqué des cathédrales aussi importantes qu'on connaît, quoi. Le maître d'œuvre, c'est un expert, E-X-P-R-T, qui est un ex-pair, P-A-I-R. C'est quelqu'un qui a pratiqué le métier à un tel niveau qu'il a développé, acquis des connaissances et des compétences techniques dans l'art du tracé notamment. Le maître d'œuvre, à l'image de Dieu, tel l'architecte du monde. Le maître d'œuvre, c'est un concepteur, c'est un dessinateur, c'est quelqu'un qui est capable, encore une fois, de penser ce qu'il fait et de faire ce qu'il pense. Du trait sur le sol au trait sur l'écran. Il est bien orienté, non? Si, ah non, ça c'est celui-là. Ça c'est le tierceron, en fait. 8 siècles après l'invention gothique, on enseigne toujours les mêmes techniques. Travail du jour pour ces apprentis tailleurs de pierre, un tierceron, un morceau de nervure de voûte. Pour ces futurs bâtisseurs de l'école Saint-Lambert à Paris, aucune différence avec leurs ancêtres médiévaux. On s'inscrit dans la tradition du travail d'un matériau. Donc après, finalement, c'est juste l'outil qui change. On va vers le même objectif quand on commence un travail comme ça. Et on perpétue une manière de travailler, la logique intellectuelle du travail manuel. C'est une gymnastique d'esprit qu'on se doit d'avoir. Donc on fait fonctionner la tête et le corps en même temps. Penser son geste dans la salle de cours, puis l'exécuter plus tard sur le chantier. À Paris, comme à Chartres ou Beauvais, c'est la même méthode qu'on retrouve. On doit maîtriser le plan avant d'élever le début de l'édifice. Pour Notre-Dame de Paris, les historiens supposent que c'est le pape lui-même qui inaugura le chantier. Alexandre III en aurait posé la première pierre face au roi Louis VII. Mais rien n'est sûr, car souvent, l'histoire se confond avec la légende. Comment revenir sur un temps qui n'existe plus et comment étudier cette époque des grandes cathédrales.
nous sommes tributaires, si l'on veut respecter la démarche historique, de disposer de traces, de documents. Or, dans bien des cas, c'est le cas de Notre-Dame de Paris, on a beaucoup de documents sur le maître d'ouvrage, Maurice de Sully, mais le premier maître d'œuvre, on n'a rien. Donc, il faut... la posture de l'historien, c'est d'abord une posture faite d'humilité et de modestie. On ne peut pas tout raconter au sujet de Notre-Dame de Paris parce qu'on ne sait pas tout. C'est l'un des mystères de Notre-Dame de Paris. Nulle trace de son premier architecte. L'histoire a effacé son nom et n'a retenu que celui du commanditaire, l'évêque Maurice de Sully. Notre-Dame et ses fameux 107 ans de construction. Sur le chantier cathédral naissant, il y a le grand argentier, l'évêque, le commanditaire, responsable des comptes. Avec le maître d'œuvre, c'est lui qui embauche les œuvriers, des ouvriers qui réalisent l'œuvre. Premier corps de métier, celui à qui l'histoire fait la part belle, c'est le tailleur de pierre, le pierreux comme on l'appelle, avec ses pieds poudreux. Viennent ensuite les métiers du bois, charpentiers, menuisiers, des artistes ingénieurs, constructeurs d'engins de levage, capables de hisser à plus de 50 mètres du sol, blocs et poutres, dépassant les centaines de kilos. Il y a aussi les métiers du métal. Le fer ceinture les édifices par-dessous les pierres. Comme dans le cœur de Notre-Dame de Paris, alors en construction. Dans les métiers des pierreux, on oublie pratiquement systématiquement les carriers, qui sont des gens de la pierre, mais qui ont une autre expertise. Avec des coins, avec des masses, ils vont donc faire tomber dans une carrière des blocs, et ces mêmes blocs vont être retravaillés sur place et pour être transportés plus tard sur le chantier cathédral. Paris à 14 mètres sous la terre. C'est ici que les premières pierres de Notre-Dame ont été extraites. C'est ici qu'on a toute cette zone bien polie. Ah, c'est magnifique ça. La carrière de la Tombissoire, appelée aussi Port-Mahon, appartenait au XIIIe siècle à une commanderie. L'historien Marc Viré est à l'origine du classement du site à l'inventaire des monuments historiques. Une des rares carrières médiévales parvenue presque intacte jusqu'à nous.
Au milieu du XIIe siècle, on a lancé la construction de ces multiples édifices, Saint-Denis, Senlis, Noyon, Laon, puis Paris. Les constructeurs ont eu besoin d'immenses quantités de pierres, ce qui était sans commune mesure avec ce qui se faisait déjà auparavant. Donc c'est une industrie qu'il a fallu décupler. On a créé un univers nouveau, un monde souterrain. Dans chaque cavité, des ateliers avec 4 à 5 personnes. On travaille avec la S, un pic à pierre, pour découper le banc de calcaire. On coupe les pierres avec cet outil, avec la S. Et ce qui est intéressant dans ce front de taille, c'est qu'on voit les avancées successives du front de taille. À chaque fois qu'il y a une petite ombre, de là à là, premier abattage. De là à là, un deuxième abattage. Vous voyez, sur tout ce front de taille, on a sorti 8 rangées successives de pierres sur toute la largeur de l'atelier. Ces traces obliques, vous voyez, qui sont légèrement courbes, elles sont le résultat du geste de l'homme, tout simplement. On taille dans ce sens-là, et donc au fur et à mesure que l'on pique la pierre, ça strie la pierre, et pour faire tomber le bloc, alors celui-ci nous intéresse moins, une fois que ce bloc a été dégagé, on pose des coins à l'extrémité. De temps en temps, là c'est le côté, on ne les voit pas, mais on voit sur la partie frontale, on met des coins en fer, et on cogne violemment les coins les uns après les autres jusqu'à obtenir la rupture du banc qui tombe en écrasant les pierres tendres qui sont en dessous. Vous voyez que ça rentre parfaitement dedans. C'est exactement le même type d'outil qui a fait ce travail. Il est habituel de dire chaque croyant est comme une pierre vivante, mais là nous les avons. Les pierres réelles, nous les avons ici. Et elles sont comme nous. Elles sont comme les humains. Vous en avez qui sont de qualité moyenne, qui sont pas bien, mais qui assurent leur rôle dans le remplissage des murs. Puis vous en avez d'autres qui sont bien plus magnifiques, et qui sont celles qu'on met en parement, en avant. Et vous avez toute cette illustration de la société, vous la trouvez dans la pierre. Alors là, ce qu'on est en train de réaliser, c'est ce qu'on appelle un cul de lampe ou un culot. C'est la pierre de départ de chaque arc dans une croisée d'ogives. C'est un peu galère parce que vous voyez, les doigts coincent. On doit se créer ce qu'on appelle une plumée, c'est-à-dire une référence plate. Si on veut faire quelque chose d'assez régulier, on est obligé de tenir notre ciseau comme ça, d'équerre par rapport à l'axe. Une fois le bloc taillé, chaque élève signe sa pièce en gravant sa contremarque. Une signature stylisée, héritée des bâtisseurs de l'époque médiévale. Quand on arrive à apprivoiser un matériau et en faire, à partir d'une idée, d'un concept, de pouvoir réaliser ce concept, comme on le pensait au départ, c'est très très gratifiant. Aujourd'hui, on est dans une logique de restauration et pas trop peu souvent de construction. C'est quand même très gratifiant de se sentir quelque part héritier d'un savoir. Si on taille une pierre pour construire une cathédrale, voilà, on voit un petit peu plus loin et c'est
Il y a une certaine beauté dans une pensée comme celle-là. Voilà, une certaine dimension qui dépasse la condition humaine. Quand on taille la pierre, on apprend vite que la main et le cerveau sont indissociables, que l'un fait grandir l'autre et vice-versa. Et quand on voit le temps qu'il faut pour faire ça, qu'on pratique certaines moulures, certains cailloux, on se rend compte de la difficulté qui est faite déjà pour les concevoir, les tailler. Alors ça se fait aussi de façon empirique. Et là, on se prend un très très grand respect de ce qui nous a été légué, des gens qui nous l'apprennent, et de ce qu'on va devoir transmettre aussi, mais ça amène évidemment l'humilité, parce que, je dirais, comme disait mon père, il n'y a pas de pierre dure, il n'y a que des bras mous. La pierre vient d'être débitée dans la carrière. La voici, elle arrive sur le chantier. À Paris, c'est l'effervescence sur l'île de la Cité. Chaque branche de bâtisseurs s'installe au pied de la future cathédrale, chacun dans sa loge professionnelle. Sur le chantier cathédral, la loge, c'est une petite cabane, hein. C'est un local dans tous les cas. Parfois ouvert, parfois fermé, car dans ce local, on va former, donc on va transmettre l'art aux plus jeunes. Donc transmettre les secrets du métier au Moyen-Âge ne se fait pas au vu et au su de n'importe qui. Donc certains gestes, certaines transmissions vont se faire donc à l'abri des regards du quidam. C'est un lieu où l'on vit le métier, où l'on travaille, où l'on enseigne le métier. La loge et ses symboles, compas, équerre. L'imagerie sera reprise 5 siècles plus tard par les francs-maçons. Ici, au pied du Jura, des passionnés d'histoire se sont lancés un défi. Édifier en 40 ans un village médiéval en respectant à la lettre les techniques du XIIIe siècle. À chaque métier, sa loge. C'est bon. Voici la plus mystérieuse. La loge du Fèvre, le nom du forgeron. Au Moyen-Âge, on n'a pas le vocable de forgeron, donc il s'appelle Fèvre, c'est-à-dire qu'on travaille le fer, ce qui a donné les noms de famille, le Fèvre, le Fébure ou les Smiths chez les Anglo-Saxons par exemple. Le maître forgeron va travailler avec son apprenti pendant 5 ans, qui s'appelle le frappeur, qui lui va être initié petit à petit à l'art de la trempe, par exemple, ce qui fait que ça fait une bonne épée qui casse pas au combat, ou une bonne hache, un bon outil. Et ça, il faut du temps et ça reste secret. On a très très peu d'écrits là-dessus. Voilà. Donc, c'est plutôt une transmission orale de maître de loge à apprenti. Le Fèvre, il crée la matière. Le fer n'existe pas à l'état naturel, c'est l'oxyde de fer qui est stable. Donc c'était quelque chose qui était réservé aux divins, ça, de pouvoir créer la matière à l'origine. Ensuite, quand vous amenez un bout de fer que vous avez récupéré en réemploi au forgeron,
On ne savait pas trop comment est-ce qu'il fait, mais lorsque ça sort, ça a changé de forme, c'est percé, ça a une autre utilité. Il l'a vraiment transformé et ça reste immuable, c'est dur, on ne voit pas bien comment est-ce qu'il a pu faire. Le forgeron est l'alchimiste qui cache le fer dans la pierre des édifices. Un matériau invisible qui tient secrètement la structure. Il peut y avoir des chaînages tout autour en périphérie, il peut y avoir des tirants non apparents qui passent sous les dalles d'une nef à l'autre, ou alors parfois aussi dans les voûtes. C'est même complètement gainé de plomb. On coule du plomb dessus pour pouvoir protéger le fer de l'oxydation, de la rouille, sinon il va augmenter de volume, il va se dilater et il risquerait de casser l'édifice de l'intérieur. On s'est aperçu que sur le budget d'un édifice assez conséquent, ça pouvait atteindre jusqu'à 10% du budget. Donc c'est pas anecdotique. Alors à l'époque, tout le monde le savait, et puis comme ça a été caché, on a eu tendance à l'oublier. Et maintenant on redécouvre que le fer était non seulement utile pour les cathédrales gothiques, c'est ce qui permet de maintenir les vitraux, de faire rentrer la lumière. Donc là encore une fois, quelque chose peut-être un peu de divin grâce à l'utilisation du fer, quoi. En France, il existe une cathédrale entièrement ceinturée de fer. Saint-Pierre de Beauvais et ses tyrans qui corsettent, contreforts et arc-boutants. Le Parthénon du gothique français, la plus haute nef du monde, 48 mètres sous la voûte, soit 2 de plus que Saint-Pierre de Rome. Dans les années 60, les spécialistes mal informés décrètent que les renforts métalliques ne sont pas d'origine. Ils les retirent. Erreur, les piliers bougent. Ces tyrans servaient bien à tenir l'édifice depuis le début de la construction en 1225. Ça, c'est l'ossature de barre de fer qui était en place dès la première construction. Les gens pensaient que ça servait à rien. Donc ça avait été enlevé et puis on s'est rendu compte dans les années 80, donc 30 ans après, que ça servait quand même. Donc ça a été remis en place. Voilà. Ça sert justement à liaisonner toute la structure justement par rapport au vent et tout ça. C'est-à-dire quand s'il y a une poussée ici, tout est solidaire. C'est vraiment une armature. Ce qui fait que une pile toute seule, si elle pourrait bouger, elle est vraiment tenue, quoi. C'est un corset. Il y a des cathédrales où il n'y a pas beaucoup de métal, mais Beauvais, on a déjà beaucoup, justement parce qu'ils voulaient prendre des précautions par rapport à la grande hauteur. Le principe de l'architecture gothique par rapport au roman, c'est d'exprimer la structure. L'architecture romane, c'est des volumes très simples, des cubes, des rectangles. Et le gothique, c'est l'expression de la structure et la lumière qui pénètre à l'intérieur de l'édifice. C'est vraiment un monde un peu différent du point de vue intellectuel.
Pour ériger ces œuvres à la gloire de Dieu, il faut trouver l'argent. Avec les chanoines, l'évêque réunit une sorte de conseil d'administration. On l'appelle la fabrique. On s'y réunit pour faire les comptes. Pour financer le chantier, l'Église prélève des taxes comme la dîme, l'impôt sur les récoltes. À la basse saison, l'évêché prélève 10%. Avec ses revenus issus de l'immense domaine agricole, la fabrique conçoit des plans de financement sur plusieurs décennies. Il y a des moments où la fabrique a un excès, c'est-à-dire un bilan positif, et dont la fabrique, comme une banque à la rigueur, va placer cet excès de recettes en achetant des vignes, en investissant dans telle ou telle activité, et en retour va pouvoir redistribuer cet afflux financier pour le chantier cathédral. En ce très pieux Moyen-Âge, les fidèles participent aussi, en argent ou en nature. Des subventions pour espérer voir ses péchés pardonnés. Ces dons ont souvent lieu à l'occasion de la procession des reliques, quand les religieux promènent les restes des saints. La relique, c'est la médiation par excellence. C'est-à-dire que Dieu est inaccessible, invisible, et les saints également. Donc la seule élément matériel, en quelque sorte visible, que l'on peut voir, qu'on peut toucher, c'est cette relique. Chacun, à la hauteur de son potentiel, va donner. C'est un don contre don. Je donne à la cathédrale, mais en retour, eh bien, mon don sera acté. Et le jour du jugement dernier, mon âme sera pesée avec bienveillance. Notre-Dame de Chartres fut élevée notamment grâce au don pour une relique, la Sainte Chemise. Les fidèles affluaient pour voir le voile de la Vierge, l'un des tissus les plus sacrés de la chrétienté. Une relique, c'est quelque chose qui a appartenu ou qui a porté ou un morceau de la vie d'un saint. Et là, c'est la relique de la Vierge Marie. Donc, c'est pas seulement un saint quelconque, c'est la Vierge Marie. Et donc, en touchant le voile de Marie, les fidèles espèrent obtenir telle ou telle grâce. Ce qui finance les églises, les cathédrales, c'est toujours la foi des fidèles. Grâce aux dons des fidèles, la construction de l'actuelle cathédrale fut financée avec un record de vitesse. 30 ans seulement pour élever chœur, nef, façade et tour. L'art gothique élève le regard vers le ciel, vers les voûtes. Et donc c'est bien pour faire comprendre que tout le travail de ce qui s'opère ici, c'est un travail d'élever l'âme du fidèle. On veut que tous les détails de la cathédrale disent quelque chose de la gloire de Dieu. Donc tout dans les détails. Si vous voyez ces flèches qui pointent sur la Beauce, à 30 km au alentour, on les voit. Donc c'est comme un appel qui est adressé aux gens qui passent par là, qui disent « Venez voir, venez, entrez ». Des cathédrales pour élever les hommes. Marie, au centre de l'édifice, avec son voile sur les épaules, au contact de Jésus.
Le Fils de Dieu au centre du cosmos médiéval. Dans cet univers, un nouveau personnage apparaît au XIIIe siècle. C'est une tête que l'on couronne. Depuis un millénaire, Notre-Dame de Reims est la cathédrale du sacre des rois de France. Il y a 50 ans d'écart dans l'histoire des chantiers de Notre-Dame de Paris et de Notre-Dame de Reims. 50 ans, bon, pour nous, depuis le XXIe siècle, ça paraît peu de choses, mais pour un contemporain, c'est énorme. C'est presque 2 générations. La cathédrale est, pour les bâtisseurs, l'image d'une Jérusalem céleste, d'une cité céleste. Il faut replacer ces monuments dans le contexte des cités de l'époque où la plupart des habitants disposaient de maisons en pan de bois qui faisaient un étage ou deux, qui étaient exigus et sombres, et qui se retrouvent ici dans un espace absolument incommensurable et aussi beaucoup plus clair. C'est dans ce vaisseau de pierre et de verre que Louis IX est sacré. Il n'a que 12 ans. Autour de lui, 6 grands seigneurs, 6 évêques. Parmi eux, l'évêque de Reims lui pose la couronne sur la tête. Le monarque de droit divin a désormais le devoir de guider son peuple vers le royaume de Dieu. Les souverains français vont être les rois soldats au service de la doctrine de la foi. Voici le futur Saint-Louis en Orient, à la tête de l'une des 3 croisades qu'il mènera. Il échoue à libérer Jérusalem des Sarrasins, mais obtient l'objet le plus sacré de la chrétienté. La couronne d'épines du Christ. Il verse une somme faramineuse, 135 000 louis tournois, la moitié du budget royal. Le 19 août 1239, c'est sur le parvis de Notre-Dame que la Sainte Relique arrive en procession. Huit siècles après, la vénération de la couronne d'épines a toujours lieu, chaque année à Pâques. Louis, il n'est pas encore saint. Il est normal que sa première démarche, en arrivant à Paris, ça soit Notre-Dame. C'est Notre-Dame, la cathédrale était toute neuve. Donc, il va là parce que c'est l'église mère, la cathédrale. Comme au Moyen-Âge,
il y avait aussi l'exposition du Saint-Sacrement. Pourquoi? Parce que les gens ne voyaient pas. Donc on veut voir. On veut voir la couronne. C'est vrai que on est très ému quand on voit la couronne. Saint Louis accomplit un geste politique stratégique. La Bible prédit le retour du Christ sur terre pour récupérer sa couronne à Jérusalem. Dorénavant, Jésus devra frapper à la porte du roi de France, à Paris. La Sainte-Chapelle sera le reliquaire construit pour ce Graal des reliques. Une châsse entièrement vitrée où les murs sont quasiment supprimés. Les vitraux transforment la lumière. C'est l'expression ultime du gothique. Le XIIIe siècle s'achève bientôt, l'apogée du style français. En 100 ans, le gothique a recouvert toute l'Europe. De l'Espagne à la Suède, un blanc manteau d'église. Des cathédrales lancées à l'assaut du temps. Elles restent debout malgré les accidents de l'histoire. Depuis 1225, Saint-Pierre de Beauvais attend. Regardez sa silhouette. Il lui manque sa nef, jamais construite. La faute au manque d'argent, puis à sa flèche qui s'écroula. L'édifice record du monde n'est qu'une moitié de cathédrale. Il faut aussi survivre au feu vengeur des hommes. Voici Reims, incendié par les Allemands pendant la guerre 14-18. Pour Chartres, le même destin. La figure du phénix. De l'œuvre de Victor Hugo jusqu'à l'incendie d'il y a 2 ans. Pour la relève de Notre-Dame, plus de 200 000 personnes ont donné. L'icône du gothique sera bien reconstruite à l'identique dans l'esprit des bâtisseurs. On prend des matériaux vivants. La pierre, ça respire. Pourquoi les gens n'ont toujours pas compris que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient? Justement, on doit remettre au goût du jour l'économie intellectuelle, l'économie de moyens, du durable. Moi, quand je regarde le patrimoine et ce qui nous reste aujourd'hui, la charpente, bon, il y a un incident plus que malheureux, mais qui est arrivé, elle a tenu 850 ans. Que de voir combien de béton vont tenir encore 850 ans. Bien avant l'incendie de Notre-Dame de Paris, nous savions, et tout le monde savait, que l'édifice était présenté de nombreuses zones de fragilité, de détérioration. C'est un chantier qui n'est jamais terminé. On parle de cathédrale, livre d'images.
Et comme tout livre, il faut posséder l'alphabet. Il y a un alphabet donc chrétien qui permet de mieux comprendre. Il y a un alphabet, on va dire, des métiers qui permet d'apprécier la complexité de l'appareillage de la cathédrale. Il y a un alphabet architectonique, un alphabet patrimonial. Voilà. Et c'est ce qui fait un peu le charme des cathédrales aujourd'hui. Ce sont des marqueurs d'un autre temps, d'un temps qui n'existe plus. Mais la cathédrale, elle existe toujours. Elle a une part. Elle est porteuse d'une mémoire et d'une histoire d'une époque qui est éloignée de nous et si proche à la fois.